Vous n'êtes pas autorisé. Je peux vous expliquer. Ils lui ont pris son badge comme si de rien n'était. Comme si 11 en avait aucune importance. L'agent de sécurité refusait de la regarder. Il se tenait dans le corridor de l'hôpital Memorial West à Houston, au Texas, les yeux rivés au sol, les mains jointes devant lui comme s'il assistait à un enterrement. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Aminat Edessa se tenait devant lui, toujours vêtue de sa blouse médicale. Bleu marine, celle avec la petite tache de café sur la manche gauche qu'elle n'avait jamais pris le temps de blanchir. Son stéthoscope était toujours autour de son cou. Son badge d'identification était accroché à sa poche de poitrine. Aminat Edessa, infirmière autorisée, service de pédiatrie, hôpital Memorial West. Elle portait ce badge tous les jours pendant 11 ans. L'agent de sécurité s'est penché et l'a détaché. « Madame, j'ai besoin de votre badge et de votre carte d'accès. » Règlement de l'hôpital. Amina l'a regardé l'accepter. Puis son nom a disparu dans sa paume. 11 ans condensés en un point. Derrière le gardien de sécurité, Victor Mansa Azante, administrateur de l'hôpital, se tenait là, un dossier manille à la main, l'air sévère, comme s'il réprimandait un chien. Âgé de 51 ans, grand, 1,90 m, mince et anguleux, il ressemblait à un immeuble sans courbe. Sa peau était d'un brun moyen foncé, lustré et au reflet chaud. Son crâne était rasé de près. Sa mâchoire était d'une finesse extrême. Ses yeux étaient foncés et plats, de ceux qui calculent tout sans rien ressentir. Il portait un complet anthracite, une chemise blanche et une cravate bourgogne si serrée qu'elle semblait le punir. « Mademoiselle Tadès », dit Victor d'une voix aussi neutre que son regard, « votre contrat de travail à l'hôpital Memorial West est résilié avec effet immédiat. Vous avez enfreint 3 protocoles distincts. Vous avez administré un traitement non autorisé. Vous avez utilisé les ressources de l'hôpital sans autorisation. Et vous avez désobéi à un ordre de mutation de l'administration. J'ai sauvé la vie d'un enfant, a dit Amina. Vous avez outrepassé vos pouvoirs. Il avait 7 ans, monsieur Mansa Azante. Il était mourant, et vous ne pouviez pas le sauver. Ces mots l'ont frappée comme une gifle. Elle a regardé au bout du couloir. Chambre 714. La porte était fermée. Derrière elle, un garçon de 7 ans dormait, vivant, grâce à ce qu'elle avait fait 6 heures plus tôt. Et à une dizaine de mètres de cette porte, plaqué contre le mur comme s'il cherchait à s'y fondre, un homme observait. Il était mince et silencieux. Il portait une combinaison grise, comme celle du personnel d'entretien. Sa peau était d'un brun foncé profond et riche, avec de chaudes nuances acajou. Son visage était long et anguleux. Ses pommettes étaient hautes et saillantes. Ses yeux, profonds et sombres, n'étaient pas plats comme ceux de Victor, mais profonds, insondables, de ceux qui ont vu des choses que la plupart des gens ne font que lire. Ses cheveux, coupés courts, grisonnaient aux tempes. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, et il tenait un manche à balai comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Il s'appelait Mamadou Diallo. Il était le concierge de nuit au 7e étage. Il était aussi le père du garçon, et il observait tout. Amina ne le regardait pas. Elle ne pouvait pas. Si elle croisait le regard du père de l'enfant pour lequel elle venait d'être congédiée, elle s'effondrerait. Elle s'était promis depuis longtemps de ne jamais s'écrouler devant un homme qui ne méritait pas ses larmes. Elle s'est retournée vers Victor. 11 ans, dit-elle. 11 ans. Vous me lancez comme un vieux torchon pour avoir fait mon boulot. Votre job, dit Victor en s'approchant, c'est d'obéir aux ordres, pas de jouer les héros. Il s'est retourné et a marché dans le corridor, ses chaussures cirées claquant sur le lino comme un métronome annonçant la fin d'une action. Le gardien a remis à Amina une boîte en carton, le genre de celle qu'on vous donne quand on ne veut plus vous voir. Elle l'a pris. Elle est passée devant la chambre 714. Elle n'arrêta pas. Elle n'a pas regardé à l'intérieur. Mais sa main s'est tendue et ses doigts ont frôlé la porte au passage. Dans cette pièce, un petit garçon de 7 ans, Ismaël Traoré, respirait grâce à elle. Et ça suffisait. Mais cette histoire ne commence pas ici. Elle débute 14 heures plus tôt, sous la pluie, à l'entrée de service d'un hôpital qui allait devenir le lieu le plus important dans la vie de 4 personnes. Certaines personnes entrent dans un hôpital en espérant être sauvées. Certains entrent en priant pour un miracle. D'autres en portent un. Il était 21h47 un mardi soir lorsque Mamadou Diallo a traversé l'entrée de l'urgence de l'hôpital Memorial West avec son fils. La pluie tombait à torrents, pas une bruine texane, mais une véritable furie, le genre de pluie qui plie les arbres et transforme les stationnements en rivières. Mamadou était trempé de la tête aux pieds. Sa combinaison grise était noircie par l'eau. À chaque pas, ses souliers laissaient des flaques d'eau sur le sol. Mais il ne pensait pas à la pluie. Il pensait au gars qu'il tenait dans ses bras. Ibrahima avait 7 ans, il était petit pour son âge, mesurant environ 1 mètre et pesant une vingtaine de kilos. Sa peau était d'un brun foncé, profond et riche, comme celle de son père, avec les mêmes reflets acajou. Son visage était rond, contrairement à celui de son père, qui était anguleux. Ses yeux, d'habitude grands ouverts,
vif et plein de questions, était clos. Sa respiration était superficielle, rapide, irrégulière. Il était malade depuis 3 jours. Mamadou avait tout essayé. Des compresses froides sur le front, des médicaments pour enfants de la pharmacie, des prières en wolof murmurées au-dessus du lit du garçon à 2 heures du matin. Mais la fièvre ne baissait pas, et cette nuit-là, Ibrahima avait cessé de manger. Puis il avait arrêté de parler. Puis il s'est mis à trembler. Mamadou n'avait pas d'assurance. Il n'avait pas de voiture. Il avait pris son fils dans ses bras, l'avait enveloppé dans une couverture et avait couru 6 coins de rue sous la tempête jusqu'à l'hôpital. Les urgences étaient un vrai chaos. Un accident de voiture avait amené 4 personnes 1 heure plus tôt, et tous les lits étaient occupés. Toutes les infirmières couraient. Le poste de triage était saturé de gens qui toussaient, saignaient et attendaient. Mamadou, au milieu de ce chaos, serrant son fils dans ses bras, prononça les seuls mots qu'il put trouver en anglais. « S'il vous plaît, mon fils. Il est ben malade. Aidez-moi, je vous en supplie. » L'infirmière de triage le regarda. Elle a vu la combinaison. Elle a vu la pluie. Elle n'a vu ni carte d'assurance, ni bracelet d'identification, ni aucun document. « Monsieur, vous devez d'abord remplir ces formulaires. Asseyez-vous et... Il a de la difficulté à respirer. S'il vous plaît. » L'infirmière a regardé le garçon. Elle hésita. Elle a alors demandé un lit. Ibrahima a été placé dans un coin séparé par un rideau, au fond des urgences. Un docteur est arrivé. Il a vérifié les constantes vitales du garçon, a écouté sa poitrine, a froncé les sourcils. Pneumonie. À un stade avancé. Les 2 poumons sont touchés. Il a besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse, d'examens d'imagerie et probablement d'un lit aux soins intensifs pour surveillance. Le docteur a consulté son dossier. Pas d'assurance? Non, a répondu Mamadou. Le docteur a fait une pause. Il a écrit quelque chose sur le dossier. Puis il a dit calmement, « Je vais commencer la perfusion et lui donner une première cure d'antibiotiques. Mais vous devez parler au service des admissions. Ils s'occuperont des aspects financiers. » Mamadou acquiesça de la tête. Il n'avait pas tout compris du médecin, mais il avait saisi l'essentiel. Il a compris. Il a compris que quelqu'un aidait finalement son fils. Ce qu'il n'a pas compris, ce que personne ne lui a dit, c'est que 30 minutes plus tard, une alerte apparaîtrait sur le dossier d'Ibrahima dans le système informatique de l'hôpital. Un drapeau rouge. 2 mots. Pas de couverture médiatique. Et ce drapeau atterrirait sur le bureau de l'homme qui se souciait plus des chiffres que des enfants. Elle n'avait pas choisi le quart de nuit. Et c'est le quart de nuit qu'il a choisi, parce que c'est à ce moment-là que les patients qui ont le plus besoin d'elle sont ceux que personne d'autre ne veut voir. Aminat Adessa travaillait comme infirmière à l'hôpital Mémorial Ouest depuis 11 ans. Elle avait commencé à 23 ans, tout juste diplômée, en travaillant de jour au service des adultes. À 26 ans, elle a été mutée en pédiatrie. À 28 ans, elle était infirmière de nuit en chef au 7e étage dans le service de pédiatrie. Elle avait maintenant 34 ans, mesurait 1,65 m, était mince mais robuste, avec un corps d'apparence fragile qui supportait pourtant de lourdes charges sans se plaindre. Sa peau était d'un brun doré chaud avec des messieurs. Vous devez d'abord remplir ces formulaires. Asseyez-vous et... Il a de la difficulté à respirer. S'il vous plaît. L'infirmière a regardé le garçon. Elle hésita. Elle a alors demandé un lit. Ibrahima a été placé dans un coin séparé par un rideau, au fond des urgences. Un docteur est arrivé. Il a vérifié les constantes vitales du garçon, a écouté sa poitrine, a froncé les sourcils. Pneumonie. À un stade avancé. Les 2 poumons sont touchés. Il a besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse, d'examens d'imagerie et probablement d'un lit aux soins intensifs pour surveillance. Le docteur a consulté son dossier. Pas d'assurance? Non, a répondu Mamadou. Le docteur a fait une pause. Il a écrit quelque chose sur le dossier. Puis il a dit calmement, « Je vais commencer la perfusion et lui donner une première cure d'antibiotiques. Mais vous devez parler au service des admissions. Ils s'occuperont des aspects financiers. » Mamadou acquiesça de la tête. Il n'avait pas tout compris du médecin, mais il avait saisi l'essentiel. Il a compris. Il a compris que quelqu'un aidait finalement son fils. Ce qu'il n'a pas compris, ce que personne ne lui a dit, c'est que 30 minutes plus tard, une alerte apparaîtrait sur le dossier d'Ibrahima dans le système informatique de l'hôpital. Un drapeau rouge. 2 mots. Pas de couverture médiatique. Et ce drapeau atterrirait sur le bureau de l'homme qui se souciait plus des chiffres que des enfants. Elle n'avait pas choisi le quart de nuit. Et c'est le quart de nuit qu'il a choisi, parce que c'est à ce moment-là que les patients qui ont le plus besoin d'elle sont ceux que personne d'autre ne veut voir. Aminat Adessa travaillait comme infirmière à l'hôpital Mémorial Ouest depuis 11 ans. Elle avait commencé à 23 ans, tout juste diplômée, en travaillant de jour au service des adultes. À 26 ans, elle a été mutée en pédiatrie. À 28 ans, elle était infirmière de nuit en chef au 7e étage dans le service de pédiatrie. Elle avait maintenant 34 ans, mesurait 1,65 m, était mince mais robuste,
avec un corps d'apparence fragile qui supportait pourtant de lourdes charges sans se plaindre. Sa peau était d'un brun doré chaud avec des reflets miel. Ses pommettes étaient douces et arrondies. Sa mâchoire était délicate. Ses yeux étaient grands, expressifs, d'un ambre foncé, le genre d'yeux qui inspirait confiance aux enfants en un instant. Ses cheveux naturels, courts et bouclés, étaient collés contre son crâne. Son nez était petit et rond. Ses lèvres pulpeuses esquissaient presque toujours un sourire doux et patient. Elle n'avait pas l'air d'une battante, mais tout le monde au 7e étage savait qu'elle l'était. Amina avait grandi à Arlington, Virginia. Ses parents venaient d'Addis Abeba et étaient arrivés avant sa naissance. Son père a été chauffeur de taxi pendant 22 ans. Sa mère faisait le ménage dans des immeubles de bureaux la nuit. Ils ont inculqué 2 valeurs à Amina. Travailler plus fort que n'importe qui d'autre et ne jamais ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle n'avait croisé personne. À 23h15, l'appel est arrivé des urgences. Un garçon de 7 ans, atteint d'une pneumonie bilatérale, a été transféré au 7e étage pour recevoir des antibiotiques par intraveineuse et être placé sous surveillance. Amina a préparé elle-même le lit de la chambre 714. Elle a installé la perfusion, réglé les moniteurs et tamisé la lumière pour ne pas agresser les yeux d'un enfant effrayé. Quand les infirmiers ont amené Ibrahima, Amina attendait à la porte. Le garçon était à peine conscient. Ses yeux s'ouvrirent un instant. Il a vu le visage d'Amina, il a vu son sourire, et sa petite main est sortie de sous la couverture et a attrapé le bas de sa blouse médicale. Il n'a pas lâché pendant 20 minutes. Ousmane marchait derrière le brancard. Il était encore trempé, il tremblait encore, mais pas de froid, de peur. « Je suis son père », dit Ousmane. Ousmane, son nom est Ibrahima. Amina regarda son père. Elle vit la salopette, les mains calleuses, la terreur dans ses yeux enfoncés, et elle vit autre chose, quelque chose qu'elle reconnut jadis sur le visage de son propre père. Le regard d'un homme prêt à mourir pour son enfant sans hésiter. « Monsieur Diallo », dit doucement Amina, « Ibrahima va s'en sortir. Je vais m'occuper de lui, je vous le promets. » Ousmane la regarda. Il ne trouvait pas les mots pour exprimer ce qu'il ressentait, alors il s'est contenté d'acquiescer, les yeux embués de larmes. Amina a travaillé toute la nuit. Elle contrôlait le taux d'oxygène d'Ibrahima toutes les 15 minutes. Elle ajustait sa perfusion quand ses petites veines étaient difficiles à piquer. Elle lui tenait la main quand il pleurait en dormant. Elle chantait doucement, une mélodie que sa mère chantait en amharique quand le monde lui paraissait trop vaste. À 3 heures du matin, la fièvre d'Ibrahima avait baissé d'1 demi-degré. À 4 heures, sa respiration s'était stabilisée. À 5 heures du matin, il a ouvert les yeux. Il regarda Amina et murmura un seul mot. Soif. Amina sourit si largement que ses joues lui faisaient mal. Elle lui a apporté de l'eau dans un petit verre avec une paille et l'a tenu pendant qu'il buvait. Ousmane dormait sur la chaise à côté du lit, sa vadrouille appuyée contre le mur près de lui, la tête penchée à un angle qui lui ferait mal au réveil. Amina a posé une couverture sur ses épaules sans le réveiller. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Elle a vu un père. Ça lui a suffi. D'autres voient un enfant. Certains y voient un prix. Victor Mansa Azant est arrivé à l'hôpital à 7h30 tous les matins. Ni 7h29, ni 7h31, 7h30. Il stationnait toujours au même endroit. Il est entré par la même porte. Il portait le même étui en cuir. Il a bu le même café noir dans la même tasse, une tasse blanche ornée du logo de l'hôpital qu'il n'avait jamais lavé au lavabo de la salle de pause. Victor avait été directeur d'hôpital pendant 4 ans. Auparavant, il avait dirigé une chaîne de cliniques de soins d'urgence à Dallas. Avant cela, il avait été consultant en santé. Toute sa carrière reposait sur un principe. Un hôpital déficitaire ferme ses portes, et un hôpital fermé ne sauve personne. C'était un principe raisonnable. C'était aussi le genre de principe qui rendait facile d'arrêter de considérer les patients comme des personnes. À 8h15, l'assistant de Victor a déposé un rapport sur son bureau. Il s'agissait du registre des admissions de la nuit, 14 nouveaux patients. Il a parcouru la liste du regard. Son attention s'est arrêtée sur une entrée. Diallo, Ibrahima, 7 ans, diagnostic. Pneumonie bilatérale, assurance. Aucune, source de paiement non vérifiée. Admis à 23h22, 7e étage, chambre 714. Victor a pris son téléphone. Passe-moi l'infirmière responsable du 7e étage. 5 minutes plus tard, il était en ligne avec l'infirmière responsable de l'équipe de jour. Chambre 714, le gars Diallo. Qui l'a admis. Les urgences l'ont transféré. L'infirmière de nuit, Tedessa, a préparé la chambre et lui a donné les premiers soins. Qui a autorisé la prolongation du traitement. Antibiotiques par voie intraveineuse, surveillance, protocole complet, qui a donné son aval. Il y a eu un silence. Il semblerait que l'infirmière Tedessa ait administré le traitement conformément aux prescriptions initiales du médecin urgentiste. Aucun permis supplémentaire n'a été délivré par le médecin traitant. Elle a donc traité un patient sans assurance,
sans ressources financières et sans autorisation médicale. L'enfant, Monsieur Mansa Azante, était dans un état critique. Elle a suivi les instructions du médecin urgentiste. Elle a suivi les instructions initiales de stabilisation du médecin urgentiste. Après l'admission à l'étage, toute démarche nécessitait la signature d'un gestionnaire et une autorisation financière du service des admissions. Or, ces deux documents n'existaient pas. Victor raccrocha. Il a ouvert son ordinateur et ouvert le dossier d'Ibrahima. Il établit le devis, antibiotiques par voie intraveineuse, surveillance, imagerie, hospitalisation, hors de soins infirmiers. 14 000 $ et ce n'est pas fini pour un patient insolvable. Il a rédigé un ordre de mutation. Ismaël Traoré serait transféré à l'hôpital Ben Taube, l'hôpital du comté, avec effet immédiat. Ben Taube était un bon établissement. Ben Taube était un établissement public. Ben Taube prenait en charge des patients non assurés. Mais Ben Taube était aussi à 45 minutes en ambulance. Et déplacer un enfant de 7 ans atteint d'une pneumonie bilatérale en plein traitement n'était pas sans risque. Loin de là. Victor n'y a pas pensé. Il a réfléchi aux 14 000 $. Il a envoyé l'ordre de transfert au 7e étage à 9h02. Si vous êtes encore là, laissez-moi vous dire quelque chose. La suite est la raison d'être de cette chaîne. Parce qu'il y a des moments dans la vie où faire ce qui est juste vous coûte tout. Et ceux qui le font malgré tout, ce sont ceux dont le destin se souvient. Abonnez-vous et restez avec moi. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Que vous examiniez un patient. Chambre 714, garçon de 7 ans, pneumonie bilatérale, en cours de traitement. L'administration veut le transférer à Ben Taube. Pas d'assurance, pas de dossier médical. Le docteur Chioma a posé sa tasse de thé. Montrez-moi. Ils se sont dirigés ensemble vers la chambre 714. Ibrahima était maintenant réveillé. Il était assis dans son lit, petit et maigre sur les draps blancs, la perfusion pendant de sa main. Ousmane était à côté de lui, je lui tenais l'autre main. Le docteur Chioma a examiné le garçon. Elle a écouté ses poumons. Elle a consulté ses graphiques. Elle a vérifié sa saturation en oxygène. Elle s'est ensuite tournée vers Amina et a dit « Cet enfant n'est pas assez stable pour être transféré. Le déplacer maintenant comporte des risques importants. Je note mon nom dans son dossier en tant que médecin traitant et je prescris la poursuite du traitement. » Elle a sorti son stylo et a signé le dossier. Amina a senti sa poitrine se libérer. « Merci. Ne me remerciez pas. Je fais seulement ce que ferait n'importe quel médecin consciencieux. » Le docteur Chioma est sorti. Un quart d'heure plus tard, son téléphone sonna. C'était Victor Mansa Azante. « Docteur Chioma, je vois que vous vous êtes ajouté à la liste des patients pour la chambre 714. » « Oui. Ce patient n'a pas d'autorisation financière. J'avais émis un ordre de transfert, que j'ai annulé pour des raisons médicales. L'enfant n'est pas en état de transport. Docteur, c'est une décision administrative. Monsieur Mansa Azante, le jour où vous aurez votre diplôme de médecine, vous pourrez prendre des décisions médicales. En attendant, ma patiente reste. » Elle raccrocha. Victor est resté assis à son bureau pendant une minute entière sans bouger. Il a ensuite ouvert sa messagerie et envoyé un message au service des ressources humaines. Veuillez fournir le dossier d'Amina Tedessa, service de pédiatrie, équipe de nuit. Il lavait les mêmes sols tous les soirs. Personne ne s'était jamais demandé pourquoi un homme avec des mains pareilles passait la serpillière. Mamadou Diallo travaillait comme préposé à l'entretien de nuit au 7e étage de l'hôpital Mémorial Ouest depuis 2 ans. Il arrivait tous les soirs à 22h et partait tous les matins à 6h. Il lavait les couloirs. Il a vidé les poubelles. Il a nettoyé les toilettes. Il a rempli les distributeurs d'essuie-mains en papier. Et il a fait tout ça en silence, la tête baissée, sans que personne le remarque. Les autres préposés à l'entretien savaient 3 choses à son sujet. Il était sénégalais, il avait un jeune fils et il ne parlait jamais de sa vie avant Houston. Ce qu'ils ignoraient était immense. Mamadou Diallo est né à Saint-Louis, au Sénégal, l'ancienne capitale coloniale française située au confluent du fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique. Son père était pêcheur. Son grand-père avait été pêcheur. Son arrière-grand-père avait été pêcheur. Mais Mamadou n'avait pas pêché. Mamadou avait bâti sa fortune. À 25 ans, il était propriétaire d'une entreprise de construction. À 28 ans, il en avait 3. À 32 ans, Diallo Construction était la plus grande entreprise de construction privée d'Afrique de l'Ouest, avec des projets au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali. Et elle bâtissait des routes. Elle bâtissait des ponts. Il a bâti des hôpitaux. Il a bâti des écoles. Le gouvernement sénégalais lui a décerné une médaille nationale pour le développement des infrastructures à l'âge de 35 ans. Sa fortune s'élevait à plus de 900 millions de $. Puis sa femme est décédée. Fatou, 31 ans. Un accident de voiture sur la route entre Dakar et Thiès. Une route dont la réparation avait été confiée à l'entreprise de Mamadou. Mais les travaux n'avaient pas encore commencé en raison des retards constants du gouvernement dans l'obtention des permis. Elle est morte sur cette route qu'il était censé réparer. Ce jour-là,
Quelque chose s'est brisé en Mamadou. Pas une blessure qui guérit, mais une blessure qui change tout. Il a cédé l'entreprise à son frère. Il a pris Ibrahima, alors âgé de 3 ans, et s'est envolé pour Houston. Pourquoi Houston? Parce que c'était loin. Parce que personne ne le connaissait. Parce qu'il voulait être quelqu'un d'autre pour un bout de temps. Et il voulait savoir ce que ça faisait d'être invisible, de ne rien posséder, de voir comment le monde traitait un homme qui lavait les planchers en salopette et dont personne ne connaissait le nom de famille. Il l'a découvert. Le monde traitait cet homme comme un meuble, comme une ombre, comme un obstacle sur le chemin d'un événement important. Mais il y avait des exceptions. De petites exceptions, miraculeuses. Il y avait le serveur de la cafétéria qui lui gardait toujours une assiette après minuit, alors que tout était censé être fermé. Il y avait le gardien de sécurité qui l'appelait « frère » tous les soirs et le pensait vraiment. L'infirmière du 7e étage lui disait « Bonsoir, monsieur Diallo » tous les soirs. Pas par obligation, mais parce qu'elle l'avait vu. Amina. Elle était la seule personne dans cet hôpital à l'appeler par son nom. Pendant 2 ans. Et il l'avait regardée travailler. Il l'avait vue tenir la main des enfants pendant les prises de sang. Il la voyait rester après son service pour s'asseoir à côté d'une mère en pleurs. Il la voyait chanter pour des bébés dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il comprenait malgré tout. Et quand son fils est tombé malade, quand la fièvre est devenue dangereuse et que le monde s'est réduit à une prière terrifiée, il n'y a eu aucun doute sur l'endroit où il irait. Il s'est rendu à l'endroit où travaillait Amina. Car elle était la seule personne dans cette ville à qui il confiait la vie de son fils. Maintenant, assis dans la chambre 714, tenant la main d'Ibrahima endormi, Mamadou avait tout entendu. Il avait entendu l'infirmière en chef parler de l'ordre de mutation. Il avait entendu Amina refuser. Il avait entendu le nom de Victor Mansa Assante prononcé comme un verdict. Et il avait entendu les chuchotements dans le corridor après, et les mots que le personnel prononçait quand il pensait être seul. C'est fini pour elle. Mansa Assante va la virer. Pourquoi donc? Parce qu'elle faisait son job? Parce qu'elle n'avait pas obéi à ses ordres? Le reste lui importe peu. Mamadou a regardé son fils. La poitrine d'Ibrahima se soulevait et s'abaissait, régulière, stable, vivante. Puis Mamadou regarda la vadrouille appuyée contre le mur, la combinaison grise, le badge où figurait l'inscription « Service de nettoyage », en caractères si petits qu'il fallait plisser les yeux pour la lire. Il a pensé aux 900 millions de dollars dormant dans des comptes à Zurich, Dakar et Londres. Il a pensé au téléphone dans son casier, pas au vieux téléphone à clapet qu'il gardait dans sa salopette, mais à l'autre, celui à la coque noire, celui avec 3 numéros enregistrés qui pouvaient déplacer des montagnes. Il a pensé à tout ça, puis il a entendu des pas dans le corridor, des chaussures qui résonnaient, rapides, se dirigeant vers la chambre 714. Victor Mansa Assante arrivait. Il n'était pas venu sauver l'enfant. Il était venu détruire la femme qui l'avait fait. Victor a ouvert la porte de la chambre 714 à 13h12. Derrière lui se trouvait l'infirmière responsable de l'équipe de jour et un agent de sécurité. Amina était en train de changer la perfusion d'Ibrahima. Elle s'est retournée quand la porte s'ouvrit. Elle a vu Victor. Elle a vu l'agent de sécurité. Elle comprit. Madame Tedessa, rendez-vous dans le couloir. Je suis en plein milieu d'eux. Maintenant. Amina a déposé la poche de perfusion. Elle a regardé Ibrahima. Le garçon la fixait, les yeux grands ouverts et effrayés. Elle lui caressa doucement le front. Je reviens tout de suite, chérie. Elle est sortie dans le couloir. Victor n'a pas perdu de temps. Il avait un dossier en papier craft. Il avait répété. Madame Tedessa, votre contrat de travail à l'hôpital Mémorial Ouest prend fin immédiatement pour les motifs suivants. Administration non autorisée de soins sans l'accord du médecin traitant. Utilisation non autorisée des ressources pharmaceutiques de l'hôpital. Insubordination flagrante à un ordre de mutation administrative. Il s'agit de violation passible de licenciement, conformément aux articles en vigueur. Vous me licenciez pour avoir sauvé un enfant mourant. Victor a serré les dents. Je vous renvoie pour violation du protocole hospitalier. Ismaël Traoré serait mort à l'heure qu'il est si j'avais respecté votre protocole. Il aurait pu se retrouver coincé à l'arrière d'une ambulance sur L69 parce que vous vouliez économiser 14 000 $. Ce n'est pas à vous de décider. Alors, à qui revient cette décision? Parce que vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas infirmière. Vous ne tenez pas la main d'enfant à 3 heures du matin quand ils ont de la difficulté à respirer. Comment pouvez-vous rester assis dans un bureau à manipuler des chiffres sur une feuille de calcul et appeler ça des soins de santé? Le visage de Victor durcit. Les veines de son cou se dessinaient sous son col. Ton badge, dit-il. Et c'est là que cette histoire a commencé. Le couloir. L'agent de sécurité. Son badge s'est détaché de sa poitrine. Mais maintenant vous savez ce qu'elle a fait. Maintenant vous savez pourquoi elle l'a fait. Et maintenant vous savez que l'homme qui l'avait le seul a tout vu, sans exception. Elle pensait que le pire était passé. Mais pour Mamadou Diallo, ce n'était que le début. Amina a quitté l'hôpital Mémorial Ouest à 13h30, portant une boîte en carton contenant 11 années de sa vie,
une photo encadrée de ses parents, une tasse à café où était inscrit « meilleure infirmière du monde », que les enfants du 7e étage lui avaient offerte 3 Noëls auparavant, une petite plante qui, miraculeusement, avait encore survécu, et un stéthoscope qu'elle avait acheté avec son premier salaire. La pluie avait cessé. Le ciel était gris et lourd, mais l'air était chaud et lourd, comme à Houston après un orage, quand la ville est encore ruisselante. Elle a mis le carton sur la banquette arrière de sa Toyota Camry de 12 ans, avec une portière du passager cabossée et un pare-brise fissuré qu'elle se promettait toujours de réparer. Elle s'est assise sur le siège du conducteur. Elle a mis les mains sur le volant. Et elle a pleuré. Pas le genre de larmes silencieuses. Pas celles qui coulent sur vos joues, que vous essuyez et que vous continuez. Celles qui vous prennent aux tripes. Le genre de situation qui vous penche en avant jusqu'à ce que votre front touche le volant, que vos épaules tremblent, que vous ne puissiez plus respirer et que vous ne puissiez plus vous arrêter. Elle a pleuré pendant 11 ans. Elle a pleuré chaque quart de nuit. Elle pleurait pour chaque enfant qu'elle tenait dans ses bras, chaque parent qu'elle réconfortait, chaque médecin qu'elle assistait. Et chaque fois qu'elle rentrait chez elle à 7 heures du matin et s'endormait en sarrau, trop épuisée pour se changer. Elle pleurait pour Ibrahima, pour ce petit garçon de 7 ans qui avait agrippé sa blouse et refusé de la lâcher. Elle a pleuré jusqu'à épuisement. Puis elle a démarré l'auto et est retournée chez elle. À l'intérieur de l'hôpital, dans le placard du concierge au 7e étage, se trouvait Abdoulaye Traoré. Amina a regardé la carte, puis Mamadou. Elle a regardé l'avion. Elle a regardé le ciel. Puis elle s'est mise à rire. Un rire qui jaillit quand on a retenu tant de choses pendant si longtemps qu'il ne reste plus qu'à tout lâcher. Mamadou sourit. Un vrai sourire. Grand, chaud, rempli de quelque chose qui ressemblait à la lumière du soleil après l'orage. Monsieur Diallo, a dit Amina entre ses larmes. Ton fils m'a demandé hier soir si la gentille infirmière allait revenir. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je ne lui ai rien dit. Je ne savais pas. Elle a serré la carte contre sa poitrine. Mais maintenant, je la sais. Victor Mansa Azante était à son bureau à 7h30, comme d'habitude. Même endroit, même porte, même mallette. Son assistant a frappé à 7h35. Monsieur Mansa Azante, le conseil d'administration vous appelle. Il décrocha. L'appel a duré 90 secondes. À la fin, Victor est resté immobile, le visage blême, sa peau d'un brun moyen foncé et brillant se décolorant. Sa mâchoire, cette mâchoire si fine, se relâcha. Ses yeux, plats et calculateurs, clignèrent 4 fois de suite, comme un ordinateur recevant des informations qu'il ne pouvait pas traiter. L'hôpital avait été vendu. Son poste avait été supprimé. Il avait 30 minutes pour ramasser ses effets personnels et quitter le bâtiment. Il se leva. Il a regardé sa tasse blanche avec le logo de l'hôpital. Il a jeté un coup d'œil à sa mallette en cuir. Il a regardé par la fenêtre le stationnement en contrebas, où une berline noire était au ralenti. Il a laissé tomber sa tasse. Il a pris la mallette. Il a quitté l'hôpital Mémorial Ouest pour la dernière fois. Personne ne lui dit au revoir. 6 semaines plus tard, une petite cérémonie a eu lieu au 7e étage de l'hôpital Mémorial Ouest. Le service de pédiatrie a été rebaptisé. Une nouvelle plaque a été apposée près de l'ascenseur. On pouvait y lire « Service de pédiatrie Ismaël Traoré », car chaque enfant mérite que quelqu'un reste à ses côtés. Amina se tenait devant, les larmes coulant sur son visage, son vieux stéthoscope autour du cou, celui qu'elle avait acheté avec son premier salaire. À ses côtés se tenait le docteur Chioma, récemment nommé chef du service de pédiatrie. Derrière eux, Mamadou, vêtu d'un simple complet gris, tenait la main d'Ibrahima. Le garçon était en santé, les joues pleines, les yeux brillants. Il portait un petit veston un peu trop grand pour lui, et il n'arrêtait pas de tirer sur les manches. Le personnel était aligné dans le corridor, infirmières, médecins, aides-soignants, l'employé de la cafétéria qui gardait les assiettes après minuit, le gardien de sécurité qui appelait tout le monde « frère ». Tous applaudissaient. Tante Ibrahima a tiré sur la main de Mamadou. « Baba, est-ce bien notre hôpital ?» Mamadou regarda Amina. Elle lui retourna son regard, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Pas des mots, pas une promesse, mais une compréhension. Le genre de compréhension qui ne naît que lorsque 2 personnes ont été à la fois invisibles et vues l'une par l'autre. Non, Mamadou a dit à son fils, c'est son hôpital. Le destin ne se manifeste pas toujours dans la tempête. Parfois, il survient en silence, vêtu d'une salopette grise, au rythme discret d'une vadrouille sur le sol d'un couloir. Mamadou Diallo aurait pu sauver son fils de 1000 façons. Il avait l'argent, il avait le pouvoir, il aurait pu appeler et avoir une équipe de spécialistes sur place en moins d'1 heure. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il avait besoin de savoir. Il avait besoin de voir qu'il aiderait sans rien y gagner. Qui resterait quand rester coûte tout. Amina Tedessa n'a pas sauvé Ibrahima parce qu'elle connaissait l'identité de son père. Elle n'a pas refusé la mutation par intérêt financier. Elle l'a fait parce qu'un petit gars de 7 ans s'est accroché à sa blouse et a refusé de la lâcher. Elle l'a fait parce que c'est dans sa nature.
Et le destin? Le destin a tout vu. Il n'a pas agi précipitamment. Il n'a pas crié. Il a juste attendu. Et quand le moment fut venu, il a atterri. Sur le tarmac de Houston, à la lumière du matin, un jet privé a révélé au grand jour la vérité d'un concierge. Si Amina avait respecté l'ordre de mutation ce matin-là, si elle avait consulté le dossier d'Ibrahima, constaté l'absence d'assurance et l'avait laissé partir, rien de tout cela ne se serait produit. Mais elle ne l'a pas laissé partir. Elle a tenu bon. Et le destin l'a soutenue. Si vous voulez savoir qui sera la prochaine victime du destin, abonnez-vous et activez les notifications. Car dans ces histoires, ceux qui sacrifient tout sont ceux qui reçoivent tout. Et les orgueilleux, ils finissent toujours par s'en aller seuls.